Bonjour à tout le monde. Mon nom est Geneviève Maheu-Pelletier et je suis la présidente du comité sur la protection du bilinguisme au sein de la SAPES. Et il me fait plaisir cet après-midi de vous présenter le programme du Prix national 3M d'excellence en enseignement avec Aline Germain-Rutherford, qui est elle-même lauréate du Prix national 3M. Et notre objectif aujourd'hui est simplement de vous donner de plus amples informations sur le prix national, étant donné les changements qui ont eu lieu cette année dans la manière de décerner le prix, mais aussi de préparer le dossier. Donc, cet atelier s'adresse en particulier aux personnes qui pensent nominer quelqu'un ou qui ont l'intention de proposer leur candidature au prix national 3M cette année. Donc, voilà, merci Aline. Euh, le prix d'excellence en enseignement est coparrainé par la compagnie 3M Canada, qui a été établie, et ce prix a été établi en 1986, donc ça fait quand même un bon bout que le prix existe et c'est un programme qui, comme vous pouvez vous en douter, au fil du temps, a changé euh, graduellement avec les derniers changements qu'on a cette année. Donc, l'idée, c'est de reconnaître et de donner une plateforme particulière aux enseignants en milieu postsecondaire qui incarnent en quelque sorte les idéaux d'excellence en enseignement et en recherche liés à l'enseignement. Nous décernons à la SAPES jusqu'à 10 prix à chaque année. Et toute personne qui enseigne dans un établissement postsecondaire, peu importe la discipline, le programme ou leur statut, est éligible. Il est à noter aussi que la personne nominée ou les personnes qui reçoivent le prix n'ont pas à être membres de la SAPES au moment de leur nomination. Les critères, de manière très globale, sont les suivants. Donc, comme je viens de le mentionner, on décerne jusqu'à 10 prix d'excellence par année, dont 5 à partir de cette année sont dans des disciplines liées aux sciences, à la technologie, au génie, aux mathématiques, et 5 autres dans d'autres disciplines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on a 5 personnes ou 5 prix décernés aux disciplines que je viens de nommer, ça ne veut pas nécessairement dire que l'enseignant ou l'enseignante doit appartenir à une faculté des sciences ou à une faculté de génie, par exemple, mais que son travail et que son enseignement, de manière globale, soit en lien avec ces disciplines. Les critères de sélection à pondération égale, c'est-à-dire que chacun des 3 critères vaut la même pondération. Le leadership en éducation, l'excellence en enseignement, ainsi que l'innovation au niveau pédagogique. On encourage aussi, autant que possible, des nominations qui répondent aux critères d'inclusivité et de diversité. Donc, le programme apporte, Aline pourra vous en parler puisqu'elle est lauréate, mais je pense que le programme ou les lauréats qui sont nommés à chaque année voient plusieurs avantages à avoir reçu cette reconnaissance. D'abord, un instant, je vais bouger ma petite fenêtre ici, voilà. Lorsque les personnes sont nominées, les frais qui sont reliés à la participation au sommet, c'est-à-dire l'événement où tous les lauréats d'une même année sont réunis, les frais pour y participer sont remboursés. On s'attend toutefois à ce que je vais peut-être recommencer, si vous voulez, cette partie-ci pour dire d'abord qu'une fois que les 10 candidats ont été annoncés, en fait,
Non, c'est pas vraiment ça non plus. Bon, je recommence. Euh, La SAPES annonce officiellement les 10 candidats qui reçoivent le prix lors de la conférence annuelle de la SAPES qui a lieu en juin à tous les ans. En plus de ça, les lauréats, un peu plus tard dans l'année, se réunissent afin de participer à un sommet. Donc, dans ce contexte-là, l'opportunité est que la participation au sommet est remboursée par la SAPES et où nous offrons également une adhésion gratuite comme membre de la SAPES pour les 2 ans à venir. Toutefois, on s'attend à ce que l'institution des participants ou des lauréats paye le transport, l'hébergement et l'inscription pour le congrès en soi qui a lieu en juin à tous les ans. À partir de cette année, chaque cohorte, c'est-à-dire les 10 participants qui auront reçu le prix, vont bénéficier d'une subvention de 25 000 $ pour pouvoir mener à bon un projet que la cohorte va définir elle-même, par exemple, lors du sommet. Lors du congrès, donc, les nouveaux lauréats et les nouvelles lauréates vont recevoir officiellement le prix national 3M, vont participer aussi à une séance où les membres de la SAPES peuvent rencontrer les nouveaux lauréats et les nouvelles lauréates. Ils vont aussi rencontrer les autres personnes qui ont obtenu le prix, bien entendu, ainsi que les animateurs du sommet qui aura lieu un peu plus tard dans l'année. D'autres opportunités liées au prix. Les lauréats peuvent assister au congrès annuel de la SAPES lors de l'année de leur cohorte avec les frais, comme je l'expliquais tout à l'heure, liés au transport et au séjour couverts par leur institution. Ils participent au sommet de leur cohorte. Si vous êtes familier avec le prix d'excellence, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une retraite, qui était le nom qu'on attribuait précédemment à cet événement-là. Ils ont aussi la possibilité d'organiser une présentation de leur cohorte au sein même du colloque. Ça peut être un webinaire ou une séance virtuelle également. Et finalement, ils ont la possibilité bien sûr de faire des présentations sur des sujets liés à l'enseignement et à l'apprentissage au sein de la SAPES. Ça peut aussi être des opportunités qui se présentent auprès de 3M et dans d'autres contextes également. Je vais prendre la suite là ou... Oui, c'est à ton tour. Oui, merci. Merci beaucoup Geneviève. Donc oui, je suis Aline Germain-Rutherford et j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir le prix 3M il y a bien longtemps, c'était en 2005, mais je suis quand même toujours restée très présente au sein du conseil 3M, c'est-à-dire tous les récipiendaires du prix 3M qui se sont formés en conseil. Et j'ai eu aussi l'occasion pendant de nombreuses années de faire partie du comité de sélection, donc des lauréats 3M. Je voulais reprendre un petit peu ce que disait Geneviève au niveau donc des opportunités. Le magnifique prix que nous amène 3M, c'est justement la possibilité avec sa cohorte, avec les 9 autres récipiendaires, d'être ensemble pendant ce sommet qu'on appelait avant la retraite, d'être ensemble, de partager ensemble sa passion de l'enseignement, d'un enseignement de qualité. Et maintenant, avec cette bourse de 25 000 $ que chaque cohorte pourra recevoir, eh bien, de créer ensemble, de développer ensemble un projet lié à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, c'est une magnifique façon, avec cette nouveauté donc dans le prix 3M, c'est une magnifique façon de pouvoir concrétiser tous les projets en fin de compte qui étaient discutés les années précédentes au sein des cohortes. Donc c'est une amélioration. Je voulais revenir dessus parce que c'est un point qui est important, parce qu'encore une fois, le plus beau prix que l'on puisse recevoir avec ce prix 3M, c'est d'être ensemble, et dans cette communauté, cette cohorte, c'est de continuer à travailler ensemble sur la qualité
donc de l'enseignement et de l'expérience de l'apprentissage. Alors, au niveau de la sélection, il y a évidemment un comité de sélection qui a un minimum de 5 membres. Dans ces 5 membres, enfin dans ce minimum de 5 membres, il y a différents types de représentations qui sont importantes au sein de ce comité de sélection. Il y a un ou une étudiant. C'est important, c'est la voix des étudiants, donc maintenant qui fait partie du comité de sélection. Il faut qu'il y ait obligatoirement au moins un membre bilingue, français-anglais, puisque nous recevons des nominations en français et en anglais. Il y aura maintenant un ou une représentante de la compagnie 3M. Il y aura aussi un membre qui a une certaine expertise pour répondre aux préjudices et à la marginalisation historique de certains groupes lors des processus de sélection. Cette notion d'inclusivité, de diversité est importante et donc aura une voix importante au niveau donc, de cette sélection. Et puis, il est important aussi d'avoir une représentation de divers types d'établissements, collèges et universités. C'est important d'avoir donc ces voix différentes au sein du comité de sélection. Dans la mesure du possible, évidemment, on ne veut pas avoir un comité de sélection de 20 personnes, on a un minimum de 5, mais dans la mesure du possible, une représentation régionale est importante. Avoir aussi une représentation des anciens lauréats, récipiendaires du prix, est aussi importante. C'est comme ça que moi, j'ai eu le privilège de faire partie pendant plusieurs années de ce comité de sélection, parce qu'encore une fois, la voix des anciens récipiendaires est importante. Un équilibre, évidemment, hommes-femmes, et puis aussi un équilibre au niveau des différentes disciplines universitaires. Vous voyez que le nouveau, comment dire, le prix 3M, à partir de cette année, a une représentation importante de STEM, des sciences, technologies, génie, mathématiques, etc. Mais les autres disciplines sont tout aussi importantes. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir au niveau du comité de sélection une bonne variété de disciplines universitaires. Et puis, les membres du comité vont également, par sa composition, refléter donc la situation des personnes désavantagées, marginalisées, y compris donc les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les Autochtones d'Amérique du Nord, les personnes racialisées, les personnes handicapées, et donc toute personne qui s'identifie donc à la communauté de SLGBTQI. Encore une fois, l'inclusivité est un des points qui va être très très important au sein de ce comité de sélection. Alors, tous les membres du comité, à l'exception évidemment du représentant, de la représentante de la compagnie 3M, doivent être membres en règle de la SAPES. Les personnes qui soumettent leur dossier n'ont pas besoin d'être membres de la SAPES, mais les membres du comité doivent absolument faire partie, être membres donc de la SAPES. Aucun membre du comité de sélection ne peut être un membre actuel du conseil d'administration de la SAPES. C'est important. Et aucun ne peut être membre de la même année d'un autre comité de prix de la SAPES. Vous savez que la SAPES a beaucoup de prix. Donc, on ne peut pas être à la fois membre du comité de sélection du prix 3M et du prix D2L, par exemple, etc. Non. Les membres du comité ont un mandat de 3 ans avec possibilité de renouveler 1 an ce mandat à la discrétion donc, du conseil d'administration de la SAPES. Et les membres étudiants doivent être inscrits comme étudiants pendant toute la durée de leur mandat. Donc, ce sont des étudiants actifs, inscrits dans une institution pendant toute la durée donc, de leur mandat de 3 ans, ou alors ils doivent terminer leur mandat une fois qu'ils ont terminé leurs études. Voilà. Donc, c'est une
une nouvelle composition du comité de sélection, mais une composition qui est très inclusive, qui veut représenter donc toutes les voix, et c'est important. Au niveau maintenant du dossier de nomination, il est vrai que vous avez tout ça sur le site web de la SAPES en français et en anglais, mais il y a quelques petites nouveautés, comme par exemple toute la section 2 du dossier qui reprend toutes les informations pour la fiche de nomination. Eh bien, toute cette section maintenant peut se faire entièrement en ligne. Vous verrez sur le site web, vous cliquez, vous avez un lien et ça vous amène donc sur le document qui peut être rempli entièrement en ligne. Mais c'est uniquement pour cette section 2. Ensuite commence véritablement donc le dossier de nomination à partir de la section 3. Et donc ce dossier de nomination qui commence à partir de la section 3 doit maintenant avoir un maximum de 35 pages. C'est très important. C'est très important à savoir et à respecter parce que si vous dépassez 35 pages, eh bien, la page 36, 37, 38, etc. ne sera pas soumise au comité de sélection. C'est important, d'abord, on apprend hein, et on a vu des dossiers qui étaient énormes, donc il est important de savoir restreindre la taille du dossier, mais c'est aussi un travail important parce que ça veut dire quand on, et je peux vous le dire moi-même, hein, quand on prépare son dossier, il est important de faire des choix. Quel est vraiment ce qui est prioritaire dans ce dossier? Quelle est vraiment l'expérience que je peux relater qui a vraiment eu un impact important et non pas un impact secondaire? On a tous des choses extraordinaires à partager dans son dossier. Tous les récipiendaires, je dois vous dire, sont, et toutes les personnes qui ont déposé un dossier de nomination ont des histoires extraordinaires à raconter en tant qu'éducateurs et leaders dans le monde de l'éducation. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir prioriser et démontrer dans son dossier ce qui est le plus important, le plus exceptionnel. Et donc, cet exercice de réduire son dossier à 35 pages, c'est un exercice très constructif, c'est un exercice intéressant à faire. Donc voilà, on insiste bien sur ces 35 pages. Dans ces 35 pages, tout ce qui est page de couverture, toutes les pages de division et tout ce qui est donc la fiche de nomination, donc dans la section 2 en ligne, tout ceci ne compte pas dans les 35 pages et l'annexe, et j'y reviendrai tout à l'heure, ne compte pas non plus dans les 35 pages. C'est important à relever. Alors, les candidats doivent faire preuve donc d'une excellence dans 3 catégories, Geneviève vous l'a dit, un leadership en éducation, une excellence en enseignement et aussi une innovation éducationnelle. Et il est important dans votre dossier de 35 pages d'avoir un bon équilibre entre ces 3 éléments. Le récipiendaire du prix 3M est vraiment une personne qui couvre ces 3 domaines d'excellence de façon à peu près égale. Donc, dans vos 35 pages, assurez-vous d'avoir justement un narratif et des preuves d'impact assez égales pour ces 3 domaines. Encore une fois, le récipiendaire de ce prix montre qu'il est exceptionnel dans ces 3 domaines. Alors, vous avez peut-être développé des choses en ligne et que vous voulez montrer. Alors, évidemment, et ça c'est nouveau, le comité de sélection prendra en considération les liens en ligne que vous ferez apparaître dans votre dossier, mais attention, attention, la consigne de 35 pages est toujours là et sachez que chaque hyperlien comptera pour 2 pages dans la trousse de nomination. Donc, vous avez beaucoup de choses à partager que vous avez développées en ligne. Faites un choix judicieux. Choisissez peut-être un lien qui démontre vraiment l'impact ou le caractère exceptionnel de votre dossier, mais ne mettez pas trop de liens parce que chaque hyperlien comptera pour 2 pages.
Alors, toutes les différentes sections du dossier sont obligatoires. On ne peut pas faire le choix d'aller vers une section et de ne pas aller vers une autre section. Toutes les sections que vous avez dans ce dossier et que vous avez détaillées sur le site web doivent être remplies, doivent être complètes. Il est important donc, encore une fois, d'amener tous les éléments qui montrent que vous êtes exceptionnel dans ces 3 catégories. Alors, au niveau donc de la page de couverture, table de matière, ça ne compte pas dans les 35 pages. Une table de matière est vraiment utile. Un dossier bien organisé, un dossier où je peux retourner à la table des matières pour voir où j'en suis, pour m'amener dans telle section, etc. C'est très, très important. L'organisation d'un dossier est très importante pour aider le lecteur du comité à vous lire facilement et non pas toujours constamment se dire, bon, où est-ce que j'en suis, dans quelle section, etc., etc. Donc, une table des matières, c'est très, très utile. La fiche de nomination, comme je l'ai dit, peut être faite entièrement en ligne. Et vous avez aussi la lettre de nomination ou les lettres de nomination. Vous en avez de 2 types. Vous avez la lettre de la personne qui propose, qui nomine en fin de compte ce candidat et cette candidate. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est très important comme lettre. Et puis, vous avez aussi la lettre d'appui de l'administration de l'établissement. Administration, ça veut dire soit le président, votre recteur, soit votre provost, soit le vice-provost académique, soit votre doyen. Mais donc, c'est un niveau d'administration au niveau exécutif de l'établissement qui est important. Alors, quelquefois, la personne qui nomine, donc la lettre de la personne qui propose le candidat, peut être quelquefois justement un de ses administrateurs. Ça peut être un provost. Donc, quelquefois, au lieu d'avoir 2 lettres, vous avez une lettre parce que la lettre de nomination est aussi la lettre d'appui de l'administration. Le plus souvent, on a donc 2 personnes différentes par rapport à ces lettres. La lettre de nomination, je reviens là, la lettre de nomination est très importante. C'est vraiment la lettre, d'abord c'est la première chose de substance que l'on lit dans le dossier. Et puis, c'est cette lettre-là qui va nous permettre de nous préparer au dossier et aussi qui est une lettre qui permet d'articuler, d'organiser tout le dossier. Souvent, quand la personne, le membre du comité de sélection lit un dossier, souvent il revient à cette lettre de nomination. Parce qu'encore une fois, c'est une lettre qui nous permet de bien organiser notre pensée quand on lit tout un dossier. Il y a tellement de choses magnifiques dans un dossier qu'on a besoin de revenir à cette lettre de nomination, encore une fois, pour ne pas perdre le fil. Parce que la lettre de nomination, c'est aussi le fil directeur, en fin de compte, de tout le dossier. Donc, écrire une lettre de nomination, ça prend du temps. Il ne faut pas laisser ça à la dernière minute. C'est vraiment la colonne vertébrale, en fin de compte, du dossier, du dossier dans son entier. La personne qui écrit cette lettre de nomination, c'est une personne qui vous connaît bien. C'est une personne aussi qui connaît bien les différentes parties du dossier, qui sait ce que ça veut dire de créer un dossier de nomination, quelles sont les différentes parties du dossier de nomination, qui a parlé peut-être aux autres personnes qui vous êtes dans le dossier de nomination. Donc, c'est une personne essentielle, centrale à votre dossier. Encore une fois, le fil conducteur du dossier, mais aussi toute l'impression que l'on va avoir du dossier est vraiment prise, organisée, articulée dans la lettre de nomination. Elle est cruciale, cette lettre de nomination.
Tout comme la lettre d'appui de l'administration. Encore une fois, votre dossier, c'est pour montrer que au niveau du leadership, et on en parlera tout à l'heure, le leadership au niveau soit de l'institution, soit national, soit au niveau de votre département, etc. Le leadership est là et votre lettre d'appui de l'administration va pouvoir le dire et le montrer. L'excellence en enseignement, votre administration sait qui sont les enseignants exceptionnels de l'institution. Donc, dans la lettre d'appui de l'administration, on va en parler. Et puis, l'innovation, qui est tellement importante pour chaque institution, eh bien là aussi, votre lettre d'appui de l'administration va en parler. Donc, voilà pourquoi ces 2 lettres sont importantes. Ensuite, vous avez 2 autres éléments, enfin 3, parce qu'il y en a un 3e qui vient, éléments importants. La philosophie de leadership en éducation. C'est une philosophie qui ne doit pas être un roman, ok? Il faut savoir là aussi synthétiser, être succinct, être priorisé, ok? Parce qu'il y a un maximum de 2 pages. Donc, la philosophie de leadership en éducation, ce n'est pas une liste de tout ce que j'ai fait en leadership, etc. Non, c'est plutôt votre comment dire, votre vision, mais une vision aussi qui s'est concrétisée, parce qu'à un moment donné, vous aurez des éléments où vous pourrez montrer l'impact, mais c'est quand même votre vision de ce leadership en éducation. Donc, il y a cet aspect vision, et puis cet aspect, comment ça s'est traduit concrètement, et quels sont les impacts de cette philosophie de leadership qu'il y a eu. Okay. Mais 2 pages maximum pour la philosophie elle-même. Vous aurez l'occasion après dans le dossier de montrer les impacts, etc. Ça, c'est quelque chose qui vient de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut l'écrire. C'est vraiment quelque chose qui est personnel. Et encore une fois, le narratif personnel est très important dans le dossier d'enseignement. C'est votre voix. Et votre dossier, même si la lettre de nomination est écrite par quelqu'un d'autre, et donc là, c'est le regard des autres, votre regard, votre voix est aussi cruciale dans le dossier de nomination. Et là, la philosophie de leadership en éducation, c'est votre opportunité, c'est votre occasion de faire entendre votre voix et de montrer votre vision. Et donc, ensuite, vous avez l'épreuve de leadership en éducation. Donc là, oui, comment cette vision s'est concrétisée? Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place, que ce soit au niveau de l'institution, que ce soit au niveau de votre discipline, que ce soit au niveau donc national ou même international. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un leader au niveau international. Non, non. Vous pouvez très bien être un leader en éducation au niveau national ou au niveau simplement institutionnel. Mais c'est là vous allez donc montrer comment ce leadership se réalise ou s'est réalisé et surtout les impacts que ce leadership a eu sur l'institution, sur les étudiants, sur vos collègues, dans votre discipline, etc. Okay. Donc la notion de preuve, la notion d'impact est très importante. Et là aussi, ce n'est pas une liste d'éléments. Il vaut beaucoup mieux, en fin de compte, résumer, avoir des paragraphes qui racontent cet impact plutôt que d'avoir une liste d'initiatives que vous avez eues. Les listes n'ont pas de chair. Les listes, c'est des bullet points, c'est tout ce que c'est. Tandis que l'histoire que vous racontez, en racontant l'impact que ça a eu, voilà, là c'est vraiment, ça a beaucoup plus de poids. Ensuite, il y a, après le leadership, il y a la déclaration de la philosophie de l'enseignement. Là, on est aussi vraiment dans la partie de l'excellence de l'enseignement. Et là, pareil, vous avez 2 pages. Une philosophie de l'enseignement, ce n'est pas un roman. Okay? C'est quelque chose qui est bien pensé, que vous avez pensé, que vous avez vécu intérieurement, que vous avez… Et donc là, vous nous racontez cette philosophie de l'enseignement.
c'est à vous de la rédiger, ce n'est pas quelqu'un d'autre de la rédiger, c'est votre voix, c'est votre vision, c'est votre, comment dire, c'est aussi votre spontanéité articulée dans cette philosophie d'enseignement. On doit vous entendre et ne pas entendre les autres dans cette philosophie. Les autres, on va les entendre quand vous allez justement nous montrer certaines preuves ou certains impacts, okay? Mais c'est vraiment votre voix, et la philosophie de l'enseignement, c'est la colonne vertébrale aussi de votre dossier. C'est ça qui va expliquer les projets, les initiatives en enseignement. C'est ça aussi qui va pouvoir expliquer les innovations que vous avez amenées aussi dans l'enseignement. Hein. La partie innovation n'est pas séparée, elle transparaît aussi évidemment à l'intérieur de tout le dossier. Mais cette philosophie, en fin de compte, permet d'expliquer le pourquoi. Pourquoi vous avez innové de telle manière dans votre enseignement? Pourquoi est-ce que les étudiants réagissent de telle manière? Pourquoi est-ce que vous avez créé tel ou tel programme de cette manière? Tout ça, ça se reflète évidemment dans la philosophie de l'enseignement. Vous allez aussi nous donner le contexte, votre contexte au niveau de l'enseignement. Et ça, c'est la partie 7, déclaration des responsabilités d'enseignement. Là aussi, c'est plus qu'une liste des cours que vous enseignez ou de vos responsabilités au niveau développement de tel curriculum, de tel programme, etc. Mais ça aussi, montrer un peu comment dans ces développements, etc., votre philosophie et votre leadership a eu un impact aussi. Et puis, ça nous permet, nous aussi, de mieux comprendre les responsabilités d'enseignement de votre institution. Chaque institution est différente. Donc aussi, dans ces responsabilités d'enseignement, on essaye de mieux comprendre aussi, par exemple, la charge normale d'enseignement, ou alors une charge qui est supplémentaire ou une charge qui est allégée. Et si vous avez une charge allégée, ben, vous expliquez pourquoi, évidemment. Ce qui est important aussi, c'est que l'on ait quand même une idée sur les 5 dernières années, et non pas sur 1 an ou sur 2 ans, qu'on ait aussi une idée longitudinale. Les 5 dernières années, ça nous donne quand même une bonne idée sur les charges et sur les initiatives que vous avez eues en enseignement. La partie 8, l'excellence en enseignement. Alors là aussi, une courte déclaration donc, sur la façon dont votre établissement reconnaît l'excellence en enseignement. C'est important puisque chaque institution a des façons différentes de reconnaître cette excellence en enseignement. Donc, un petit paragraphe là-dessus. Et puis, ensuite, ça nous permettra de mieux comprendre les prix d'enseignement que vous avez obtenus. Si on comprend que votre institution a plusieurs prix d'enseignement à différents niveaux, au niveau de l'institution, du département, etc., eh bien après, on comprendra mieux donc l'importance des prix d'excellence que vous avez reçus vous-même dans votre institution, ou des prix d'enseignement obtenus à l'extérieur de votre institution aussi, évidemment, des prix régionaux, nationaux, internationaux, enfin, allez-y, mettez-les, mais au moins on aura eu le contexte. Vous avez aussi toute une partie sur les stratégies d'enseignement efficaces. Et là, cette partie de stratégie, c'est là où vous allez décrire la vision de votre déclaration de la philosophie d'enseignement. Ben voilà comment elle se réalise dans mes stratégies d'enseignement. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un lien. Hein. Ce sont des catégories, mais ces catégories sont reliées les unes aux autres et une vision s'explique par les initiatives et les impacts. Et donc, dans vos stratégies, faites des choix là aussi. Vous n'avez que 35 pages. Les stratégies peut-être qui ont eu le plus d'impact ou les stratégies les plus innovantes et qui ont eu le plus d'impact. Ça, ce sont des éléments importants à mettre et non pas toutes les stratégies que vous pouvez avoir. Vous avez 35 pages, vous faites un choix et le choix est toujours sur voilà qui je suis comme enseignant, comme leader ou comme innovateur, et voilà les preuves d'impact qu'il y a eu dans l'institution ou à l'extérieur de l'institution. Et puis, des preuves de l'excellence en enseignement. Donc,
encore une fois, d'autres preuves ou des exemples que vous pouvez fournir dans votre dossier. Alors, le troisième point, donc le troisième critère qui est sur l'innovation éducationnelle, c'est toujours dur de définir ce terme novateur, innovant, etc. Donc là aussi, il y a une belle réflexion à avoir. Et cet aspect donc innovateur peut se produire dans la salle de classe. Ce sont peut-être donc des stratégies nouvelles que vous avez apportées et qui ont eu un impact, ou alors c'est au niveau de l'établissement, vous avez engagé ou emmené votre établissement vers d'autres façons de penser éducation supérieure, ou même au-delà de votre établissement au niveau régional, au niveau international. Donc, l'aspect excellence, l'aspect leadership, qui se retrouve aussi dans l'aspect innovant, parce que comment dire, des visions nouvelles, des perspectives nouvelles, des outils nouveaux, des stratégies nouvelles qui ont vraiment amené d'autres à aller dans cette innovation. Donc, c'est du leadership, mais c'est aussi de l'innovation. Et innovation ne veut pas dire que technologie. Okay. C'est pas parce que on fait beaucoup de choses en ligne, etc., qu'on est innovant. Il y a, vous le savez très bien, il y a des aspects technologiques et en ligne qui sont absolument terribles, ou alors qui sont pas du tout innovants, qui sont solides, mais pas innovants. Okay. Donc, ne pensez pas technologie à chaque fois que vous pensez innovant. Il peut y avoir des visions innovantes qui n'ont pas de lien avec la technologie, tout comme il peut y avoir donc des visions innovantes avec évidemment la technologie. Donc, il ne faut pas confondre les deux, mais l'un et l'autre peut aller ensemble. Okay. Alors là, on vous donne ici quelques exemples d'innovation ou de pensées innovatrices qui sont actuelles, évidemment, rien ne vous empêche de dépasser ça et vraiment d'avoir une vision encore plus loin, mais quelques exemples. On parle beaucoup donc d'étudiants partenaires. Donc dans cette tâche éducative. Et donc, avez-vous eu des initiatives innovantes à l'intérieur de ce thème? On parle aussi beaucoup de l'expérience étudiante, et l'expérience étudiante vue au niveau académique et vue aussi évidemment au niveau mieux-être, ou le bien-être. Donc là aussi, il y a un besoin d'ailleurs énorme, mais il y a beaucoup d'innovations que vous avez pu conduire, vous avez pu ouvrir votre institution ou votre département ou votre faculté vers cette notion de bien-être, tout ce qui est évidemment la décolonisation, l'apprentissage à distance évidemment, tout ce qui est aussi la vision autochtone dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc, il y a une pléthore de thèmes qui sont ou qui ne sont pas liés, encore une fois, à la technologie, mais qui sont vraiment très innovants et qui amènent nos institutions à aller encore plus loin. Donc, tout ça, ça fait partie de l'innovation éducationnelle. Mais évidemment, quand vous nous parlez de cette innovation éducationnelle, que ce soit au niveau aussi de votre excellence et de votre leadership, amenez les preuves. Montrez-nous concrètement quels ont été les impacts ou quels sont les débuts d'impact que vous avez, quels sont les exemples. Voilà, ça c'est important. Et puis ensuite, donc, il y a votre voix dans le dossier avec donc ces philosophies de leadership, ces philosophies d'enseignement, avec toute votre approche sur l'innovation, etc. Il y a votre voix, il y a la voix de votre nominateur, évidemment, dont je vous ai dit c'est très important, puis il y a la voix des autres. Alors, il y a la voix, par exemple, des étudiants. Et donc, vous avez plusieurs lettres de soutien à amener dans votre dossier.
Pour les étudiants, c'est un maximum de 3 lettres. Il est très, très important que vous alliez chercher vos anciens étudiants, pas les étudiants que vous avez alors que vous êtes en train de mettre en place votre dossier de nomination. Donc, les étudiants de cette année pour le dossier de nomination pour cette année, non. Évidemment, ce sont des questions éthiques, conflits d'intérêts, etc., etc. Donc, allez chercher des étudiants. Il est important dans ces lettres d'étudiants que l'étudiant aille plus loin que simplement c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu, parce qu'on voit ça dans toutes les lettres de toute manière. Vous essayez évidemment l'étudiant montre à l'intérieur de sa lettre comme quoi vous avez vraiment fait une différence pour lui, pour elle, dans sa vie, dans sa carrière, ou même pas dans sa carrière, mais en tant qu'individu. Il faut montrer qu'il y a une différence qui a été faite parce que vous avez été son professeur, parce que vous avez interagi ensemble, etc. Donc ça, c'est important. Des étudiants qui sont juste anciens étudiants, que vous avez peut-être eu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Quelquefois, dans les lettres, on voit aussi un étudiant qui était étudiant il y a 10 ans, mais la différence que ce professeur a fait dans sa vie est tellement énorme qu'on met aussi cette lettre dans le dossier. Okay, donc l'important, c'est ne pas dire simplement c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu, mais c'est vraiment parler de la différence que ce professeur a amené dans ma vie, maintenant à moi, ancienne étudiant, etc. Et puis, il y a aussi un maximum de 3 lettres d'autres. Et les autres, ça peut être des collègues, ça peut être des administrateurs, ça peut être vraiment, c'est autre, mais là aussi, pareil. Vous, en tant que leader en éducation, en tant qu'excellent enseignant et en tant que novateur, quelle est la différence que vous avez amenée? Et donc, s'il y a une autre personne qui peut montrer cette différence, et bien voilà, c'est le genre de lettre que vous pouvez amener. Voilà. Et il y a aussi un autre élément qui est important dans ce dossier. Quand vous êtes donc récipiendaire du prix, évidemment, c'est annoncé dans les médias, c'est annoncé dans votre université, c'est annoncé par la SAPES, mais c'est annoncé aussi par les médias, puisque le prix a une grande, grande importance. Et il est donc important de rédiger un communiqué de presse donc de 250 mots pour décrire qui vous êtes. Qui est donc ce récipiendaire? Alors, vous pouvez l'écrire, quelqu'un d'autre peut l'écrire, mais ce qui est important, c'est que il faut être persuasif. Et ça peut être une histoire, ça peut être ces communiqués de presse, c'est pas simplement comment dire, une énonciation ou une énumération de tout ce qu'a fait cette personne. Les plus beaux communiqués de presse, ceux qui ont un impact le plus fort, c'est vraiment ceux qui racontent cette histoire. Donc c'est un communiqué important parce que ça va être votre image dans la presse, dans les médias. Il faut mettre beaucoup de soin à écrire ce communiqué de presse de 250 mots. Et surtout, c'est un communiqué de presse qui va être lu par un grand nombre de personnes très diverses. Et pas forcément des académiques. Ça peut être aussi des parents qui se disent « Waouh, magnifique, il y a telle personne dans cette université ». Ça peut être évidemment donc des collègues, ça peut être des gens à l'international qui regardent justement ce qui se passe dans notre monde de l'éducation. Donc, c'est un auditoire qui est beaucoup plus général et beaucoup plus divers. Donc, il est important d'avoir ça à l'esprit quand on écrit ce communiqué de presse. Et comme je le dis, donc, c'est ce communiqué qui va être utilisé dans toutes les annonces donc, qui vont être faites sur les récipiendaires. Et puis, vous avez aussi une annexe dans ce dossier de nomination, annexe que vous pouvez avoir ou non. Dans cette annexe qui est facultative,
vous ne pouvez pas tout mettre. Il y a un seul type d'information que l'on veut voir dans cette annexe, et ce sont les évaluations et les commentaires des étudiants de 2 ou plus de 2 classes. C'est-à-dire que vous choisissez une ou plusieurs classes, si vous décidez de le faire, et vous allez mettre tous les commentaires, tous, OK, tous les commentaires de cette classe-là, et tous les commentaires de cette classe-là, et tous les commentaires de cette classe-là, si vous avez choisi de mettre 3 classes, OK. Vous n'éditez pas les commentaires, même s'il y a des fautes d'orthographe, etc. C'est pas grave. Vous n'éditez pas ces commentaires. C'est le the rough thing, hein, c'est le brut, c'est l'information brute que l'on a. C'est facultatif. Alors, certains vont pouvoir se dire, alors, est-ce que c'est facultatif, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, etc. Encore une fois, c'est à vous de choisir, mais quelquefois, il est vraiment, on a lu un dossier, on a compris la philosophie la philosophie d'enseignement de la personne, on a lu aussi sa philosophie de leadership, etc. Et souvent, dans les commentaires, on retrouve ça. Donc, en fin de compte, ces commentaires, c'est aussi de belles preuves d'impact. Et il est normal que l'on n'ait pas que des commentaires positifs dans des évaluations. On a tous eu des évaluations et dans la cinquantaine de commentaires, il y en a peut-être 5, 6, 7 qui ne sont pas bons, ou même 10 qui ne sont pas bons. Et c'est normal. C'est normal parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Okay. Et les membres du comité le savent pertinemment que c'est normal. Okay. Donc, ne vous dites pas, OK, je ne vais choisir que la classe où je n'ai que des commentaires positifs. Non, parce que quelquefois, avoir donc beaucoup de commentaires positifs et puis certains commentaires qui sont plutôt négatifs, eh ben, c'est ça qui permet justement de, comment dire, de faire ce benchmark, cette différence avec tous ces commentaires positifs qu'on lit et puis on se dit, bah oui, mais personne n'est parfait, évidemment, et on ne peut pas être perçu de la même façon par tout le monde. Eh ben, c'est ça aussi qui donne l'humanité, toute l'humanité aussi à un dossier. Et ça, c'est important. Okay. Donc, vous pouvez vous dire, je le fais pas. Écoutez, si ça ne représente pas trop de le faire, moi, je vous dis, faites-le, parce que c'est encore la voix des étudiants encore plus présente que vous amenez dans votre dossier. Ça ne fait pas partie des 35 pages, c'est pour ça que ça fait partie de l'annexe. Mais pour certaines institutions, vous n'avez pas justement des évaluations avec des commentaires. Et donc, c'est pour ça que c'est facultatif, parce que certaines institutions n'ont pas ces commentaires. Donc, voilà. Mais si vous les avez et que, hein, franchement, ça ne représente pas trop de travail de le faire, moi, je vous dis, faites-le. Plus on a la voix des étudiants, mieux c'est. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, parce que c'est normal de ne pas être parfait. OK? Donc, voilà. Vous avez sûrement, je suis sûre, d'autres questions. Il y a quelques petites choses que je n'ai pas précisées, mais je voudrais y revenir. Il est important pour ce dossier, encore une fois, que vous ayez quand même un enseignement, que ça reflète un enseignement, encore une fois, sur les 5 ans, les 5 dernières années. Ça, c'est important. Si vous avez arrêté d'enseigner pendant plusieurs années parce que vous êtes un administrateur, moi par exemple, là ça fait maintenant quelques années que j'ai arrêté d'enseigner parce que j'ai un rôle d'administrateur. Bon, j'ai déjà mon prix 3M, c'est bien avant, mais si je voulais être nominée, non, je ne le ferai pas parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas enseigné. Donc, il est important vraiment que vous soyez encore très actif dans l'enseignement et que vous ayez au moins 5 ans d'enseignement là, ces dernières années pour faire parvenir votre dossier de nomination. Je dirais la même chose pour nos conseillers pédagogiques. Si vous n'avez pas un enseignement important, alors c'est peut-être pas le moment de faire un dossier d'enseignement. C'est vraiment pour nos enseignants actifs pour le moment. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais dire.
Et peut-être que Geneviève voudrait ajouter certaines choses que j'ai probablement oubliées. Tu es muette. J'allais dire d'abord que je voulais te remercier pour cette présentation qui est quand même bien complète et qui donne surtout beaucoup d'informations pertinentes à savoir comment préparer un dossier afin de retenir l'attention du comité de sélection parce qu'il y a tellement beaucoup d'enseignants et d'enseignantes exemplaires et parfois c'est dans la manière de présenter son travail et d'aller chercher les preuves qui démontrent de quelle façon on réussit à avoir un impact auprès de nos étudiants et de nos étudiantes. C'est là où parfois ça passe ou ça casse. Hein? Ce n'est pas nécessairement parce que le candidat ou la candidate ne mérite pas le prix, au contraire. Ça veut dire, selon moi aussi, que c'est quand même un exercice complexe pour lequel on ne peut pas faire tout seul. On a besoin d'alliés pour nous aider et on a besoin de temps pour le préparer. Donc, c'est aussi de commencer à l'avance, c'est important. Je sais que nous, au centre où je suis, quand on identifie des candidats, on leur dit toujours de se préparer plusieurs mois d'avance. Donc, c'est le temps de commencer. Si vous voulez le faire cette année parce que la date limite a été fixée au début février, je crois. Et peut-être que Denise pourrait me donner la date exacte, là, que je n'ai pas en tête en ce moment, dans le chat, par exemple. Le deadline pour appliquer, ce serait important peut-être de rappeler cette date-là. Je vais le faire dans les instants qui viennent. Il y a un point aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a des mentors qui peuvent vous aider à former votre dossier. Si vous allez sur le site web de la nomination 3M, vous verrez l'adresse des mentors. Je crois que c'est mentor, je l'avais noté quelque part. Enfin, bref, vous retrouverez cette adresse pour les mentors. Les mentors, ce sont donc des anciens récipiendaires du prix 3M et donc qui sont ravis de donner de leur temps pour vous aider à monter votre dossier. Et encore une fois, ce sont des conseils qui viennent vraiment de l'intérieur, hein, puisque ce sont des personnes qui sont déjà passées par tout ce processus, etc. Donc, profitez de ce service de mentor si vous voulez. Et l'adresse, vous la trouverez donc sur les pages web de la SAPES pour le prix 3M. D'accord, merci. Donc, la date limite pour l'année qui vient, c'est le 1er février. Et puis aussi, d'autres gens qui peuvent éventuellement vous aider à préparer votre dossier, c'est les conseillers pédagogiques de différents centres de pédagogie universitaire. C'est un service qui est souvent offert, mais qui n'est pas toujours promu. Donc, informez-vous auprès de votre centre pour savoir si quelqu'un, comme un conseiller pédagogique, pourrait vous conseiller pour la construction du dossier. Donc, évidemment, ce n'est pas des gens qui le font à votre place parce qu'ils ne vous connaissent pas suffisamment premièrement, mais qui peuvent quand même aider au niveau de la démarche et au niveau de l'organisation du dossier pour vraiment mettre en valeur l'impact que vous avez dans votre enseignement. Donc, voilà. Denise ou Deb, vous voulez avoir un dernier mot? You want a last word? Non, merci beaucoup, Aline et Geneviève. C'est très bien. C'est très bien.